Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre participation à ce webinaire thématique sur la nouvelle convention collective de la métallurgie avec un zoom spécifique sur les règles issues de cette nouvelle convention collective applicable à compter du 1er janvier 2024 sur le contrat de travail. Donc, on l'a déjà vu sur un certain nombre de webinaires, on le rappelle ici. Donc, on avait un certain nombre d'accords nationaux, d'accords territoriaux et qui finalement aujourd'hui sont remplacés par une seule et même convention collective applicable à toutes les entreprises relevant de la branche de la métallurgie, nouvelle convention qui s'applique à partir du 1er janvier 2024. On va faire le zoom sur quelques dispositions de cette convention spécifique au contrat de travail et on reviendra aussi en fin de support sur deux dispositifs qui existaient déjà et qui, pour le coup, ne sont pas remis en cause par la nouvelle convention collective nationale. Donc, cette nouvelle convention collective nationale, elle reprend un certain nombre d'éléments, mais il y a aussi quelques accords qui subsistent et on le verra en fin de réunion sur le CDI de chantier et les CDD. On a des accords qui subsistent et qui continuent à s'appliquer tels qu'ils existaient jusque-là. Nous sommes trois pour ce webinaire, donc moi-même, Louise et Thibaut, pour vous présenter donc ce support sur le contrat de travail qui va se répartir en quatre parties. Donc, une partie relative à l'ancienneté, sur les modalités de décompte de l'ancienneté à partir du 1er janvier 2024. Le zoom sur quelques clauses spécifiques du contrat de travail qui nécessitent en fait d'avoir eu une lecture de la convention collective pour les appliquer correctement. La période d'essai, la clause de non-concurrence, la délégation de pouvoir, on verra aussi la clause de mobilité. Les règles applicables à la modification du contrat de travail en cas de reclassement ou de mobilité et le recours, donc là la survie de ces deux accords qui existent dans la métallurgie aujourd'hui et qui vont continuer de s'appliquer, le recours au CDD et au contrat de chantier. Sur l'ancienneté, justement, on a un article 4 de la convention collective qui nous donne une définition de l'ancienneté qui est en partie commune et en partie nouvelle par rapport à ce qu'on connaissait jusque-là. Un article 3, pardon, pas un article 4, un article 3. Donc cet article 3, il nous dit que l'ancienneté, en fait, du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre de son contrat de travail en cours et qu'elle va en fait continuer à vivre pendant toutes les périodes de suspension, mais également reprendre les contrats antérieurs. Donc, on a quelqu'un qui est embauché en 2024, qui est embauché en 2026, là, dans notre timeline qu'on a fait pour avoir un exemple un peu pratique. Donc, en 2024 et 2025, le salarié a été soit en intérim, soit en CDD, mais il a travaillé dans l'entreprise au titre de précédents contrats. Dans ces cas-là, quand il est embauché en 2026, on fait partir le point de départ de son calcul d'ancienneté, mais on reprend d'ores et déjà, en fait, on prend en compte les contrats de travail antérieurs conclus avec l'entreprise. Ça peut être un CDI, il a démissionné, ça peut être des CDD qui ont été conclus, ça peut être aussi des contrats d'intérim qui avaient été conclus via une entreprise de travail temporaire. Donc en fait, il arrive en 2026 avec déjà une ancienneté acquise au titre de précédents contrats. Ensuite, quelle est l'incidence d'une suspension du contrat de travail? Dans notre cas, nous, elle arrive en 2027. La convention collective nous dit que toutes les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, sont prises en compte pour le décompte de l'ancienneté. Il arrive en 2026. En 2027, il a une maladie, il a un congé parental. Peu importe l'origine de la suspension du contrat de travail, elle continue à faire courir l'ancienneté. En 2030, on a un salarié qui, finalement, dans une entreprise où on a plusieurs sociétés dans le groupe, qui passe d'une société A à une société B. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en cas de mutation concertée, dans une situation comme celle-ci, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au titre de son précédent contrat. Et on arrive finalement en 2032, fin de l'histoire, rupture du contrat, fin de décompte de la période d'ancienneté. Et si après il était repris en 2035, on reprendrait l'ancienneté qu'il avait acquise auprès de ses précédents contrats. Qu'est-ce qui se passe en cas de congé sans solde? En cas de congé sans solde, l'ancienneté continue à courir toutes les périodes de suspension, quelles qu'elles soient. Après, la question est-ce rétroactif? Alors, on s'est posé la question de savoir comment ça se passait. La convention collective, elle est applicable à partir du 1er janvier 2024. Donc, elle a vocation à s'appliquer aux entrées, c'est-à-dire aux salariés embauchés avec un contrat de travail qui prend effet au 1er janvier 2024. Est-ce que ça va modifier les anciennetés des anciens contrats d'intérim?
comme on va l'appliquer à partir des salariés entrés à partir du 1er janvier 2000, avec un contrat effet au 1er janvier 2024, on ne va pas retravailler les anciennetés au titre des périodes intérimaires antérieures. Juste petit point quand même, parce que donc ça, on aura un dernier webinaire sur la rupture du contrat de travail au mois de décembre. La définition de l'ancienneté, elle est spécifique en cas de rupture du contrat de travail. Quand vous avez une indemnité de rupture du contrat de travail à calculer, l'ancienneté retenue, ce n'est que celle acquise au titre du dernier contrat. Donc là, il n'y a pas ces reprises antérieures, CDD ou intérim. Donc moi, j'en ai fini, je pense, pour l'ancienneté. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra soit en fin de webinaire, soit sinon, moi, je peux y répondre au fil de l'eau dans le cadre de la conversation. La période d'essai maintenant. Alors, la période d'essai, on peut passer cette slide qui vous présente un peu rapidement les différents points qu'on va aborder. Pour rappel, la période d'essai, c'est la période qui doit permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail et d'apprécier finalement si il y a une adéquation entre l'attendu de l'employeur et les performances du salarié. Ça implique plusieurs choses qu'on va voir au travers de ces différentes slides, mais notamment que les périodes de suspension du contrat de travail, et pour quelque cause que ce soit, prolongent d'autant la durée de la période d'essai, ce qui vous permet, rappelons, comment dire, que la période d'essai doit permettre, doit être effectivement réalisée par le salarié. On doit pouvoir effectivement apprécier les compétences du salarié. Donc, s'il n'est pas là, eh bien, la période d'essai se prolonge. Un point important quand même, cette période d'essai, elle ne se présume pas, elle doit nécessairement être écrite. Donc, soit dans la lettre d'embauche, soit dans le contrat de travail. Il est évidemment préférable que si vous rédigez un contrat de travail, postérieurement une lettre d'embauche, vous repreniez dans le contrat de travail la période d'essai qui a pu être indiquée dans la lettre d'embauche. Si on conclut un contrat de travail par-dessus une lettre d'embauche et qu'on oublie de préciser la durée de la période d'essai, ça pourrait être éventuellement compliqué de justifier de son existence, puisque le contrat de travail pourrait en quelque sorte écraser la lettre d'embauche. Bon, ça après, c'est une question de rédaction, mais voilà, par précaution, en tout cas, on reprendra nécessairement cette précision. Ensuite, sur la durée des périodes d'essai, donc là, on est sur des durées conventionnelles qui sont un petit peu spécifiques. Vous le voyez, schématiquement, globalement, on est un petit peu sur le schéma qui est prévu par le Code du travail, 2 mois pour les employés, 3 mois pour ceux qui vont être considérés à peu près comme techniciens agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres. Avec une possibilité de renouvellement qui est prévue par la convention collective, alors uniquement à partir du niveau C, et avec des durées de renouvellement qui sont un petit peu limitées, mais c'était déjà un petit peu l'idée des conventions précédentes, avec un maximum de renouvellement de 2 mois pour nos salariés qui auront un statut cadre, étant précisé que ce renouvellement n'est applicable qu'une seule fois. On ne peut faire qu'un renouvellement. Donc, ne prévoyez pas des durées plus courtes et ne prévoyez pas pour un cadre de faire 2 mois, plus 2 mois, plus 2 mois. Là, pour le coup, ce ne sera pas possible. Donc, soit vous faites 2 plus 2, soit vous faites 4 plus 2, soit vous faites 3 plus 3, peu importe. Mais en tout état de cause, pas plus d'un renouvellement et pas plus de 6 mois renouvellement compris. La période d'essai, donc, elle permet, comme je vous le disais en préambule, d'apprécier les compétences du salarié, et pour cette raison, on va déduire de la période d'essai les périodes d'embauche passées au cours des 6 mois précédents. Donc tous les contrats, alors on va rester sur la slide d'avant, si tu veux bien, Anaël. Donc tous les contrats CDD, contrats de travail temporaire, qui ont pu être réalisés par le même salarié dans l'entreprise au cours de ces derniers mois, viennent en déduction de la période d'essai qu'on pourra prévoir pour notre salarié. Et on ne va pas avoir la possibilité de prévoir une période d'essai pour un salarié qu'on recrute, et peu importe d'ailleurs le mode de recrutement, pour un salarié qui est en contrat d'apprentissage. Sauf si le contenu du poste occupé par le salarié postérieurement à un contrat d'apprentissage ne correspond pas aux activités qui lui ont été confiées dans le cadre de son contrat d'apprentissage. Donc si vous avez un changement de poste finalement, au moment où vous recrutez de manière un peu plus pérenne votre salarié anciennement apprenti, vous pourrez prévoir une période d'essai, mais
Cette fois-ci, la convention collective donc vous autorise à prévoir une période d'essai, mais vous interdit, pour le coup, d'utiliser la notion de renouvellement. Voilà, donc ça, c'est des petites précisions conventionnelles qui ne sont pas inutiles à retenir. Si on passe sur la slide suivante, Il y a une petite question, Thibaut, c'est de savoir si le renouvellement peut être supérieur à la période d'essai initiale. oui, il n'y a pas d'interdiction qui est prévue par la convention collective. Maintenant, c'est quand même pas la logique applicable. On préfère Ouais. prévoir une période initiale qui est plus longue ou au maximum égale à la durée du renouvellement. Ça n'aurait pas beaucoup de sens d'aller prévoir, typiquement pour un cadre, 2 + 4. Honnêtement, C'est ce pas serait un petit peu l'usage, étonnant. c'est pas l'usage et après, bon, faut faire signer l'avenant quand même qui prévoit le renouvellement de la période d'essai. Ça, en termes de défiance, c'est vrai que c'est pas forcément, enfin, c'est qu'on est vraiment pas sûr, quoi, de Mmh. maintenir le salarié dans l'emploi, quoi. Donc en général, on essaie d'avoir une période de renouvellement soit qui est plus courte, soit qui est égale, en fait, à la période, initiale. La pratique, c'est celle-ci. Il y a pas d'interdiction dans le texte, mais la pratique, c'est celle-ci. Voilà. Donc sur les durées sur le délai de prévenance en cas de rupture de l'essai, donc vous avez la grille ici. La petite particularité, c'est que, légalement, sur une durée, d'essai de moins de 8 jours, l'employeur est tenu à un délai de prévenance de 24 heures. Bon, bah, conventionnellement, vous avez, une exception. La convention collective vous impose de respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ça, c'est pas une nouveauté dans la convention collective, hein, c'était quelque chose qui était déjà présent. Donc, voilà, vous avez un petit peu cette contrainte-là et pas de contrainte supplémentaire après, pas de délai plus long finalement que ce que prévoit le code du travail. En revanche, une petite particularité quand même, sur les autorisations d'absence, pour recherche d'emploi en cas de rupture de l'essai. Alors ces autorisations d'absence, elles sont applicables uniquement lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le délai de prévenance est au moins, égal à 2 semaines. Donc ce qui veut dire qu'il faut que le salarié soit présent depuis au moins 1 mois, hein, très concrètement. Et vous aurez dans ce cas-là, heu, le salarié aura la possibilité, de bénéficier d'autorisations d'absence pour rechercher un emploi. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, on aura, un maximum de 2,5 heures par jour, qui est quand même, assez significatif. Et pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, pour le coup là, les obligations sont un petit peu plus réduites. On a quand même une obligation d'adapter la charge de travail du salarié et d'accorder une journée d'absence par quinzaine pour rechercher un emploi. Évidemment, hein, ces autorisations d'absence, elles doivent être, demandées par le salarié, hein. Il y a rien d'automatique. D'accord? Alors je vois qu'on a des questions. D'après mes informations, il faut recalculer l'ancienneté pour les contrats en cours au 1er janvier 2024 et pas uniquement au nouveau contrat. Heu, Aline, tu veux répondre peut-être à cette question je pense que Mais ça je prends note, après c'est pas la lecture qu'on en a faite par rapport à la date d'entrée en vigueur de la convention collective. Après, il pourra y avoir des positions de branche qui seront précisées plus tard pour, aller sur ces thématiques-là. Voilà, on en prend note. Et question plus générale, quand est-ce que la convention collective 2024 est disponible? Alors la convention collective, elle est déjà disponible, hein, le texte a été rédigé en 2022. Il y a évidemment, comme toujours, des nouveaux textes qui sont négociés, signés et qui vont entrer en vigueur ou que s'ils ne sont pas déjà rentrés en vigueur. Donc les dispositions, elles sont connues. On connaît, même des dispositions qui ne sont pas encore étendues, mais qui le seront certainement. Heu, donc et petite peut-être particularité, c'est qu'on a des avenants qui ont été signés en juillet 2023 qui ne sont pas encore étendus et qui notamment prévoient déjà, d'ores et déjà, une nouvelle grille de salaire applicable à partir du 1er janvier 2024. Évidemment pour les entreprises non adhérentes, sous réserve de l'extension par le ministère du Travail, mais qui devrait a priori intervenir, si ce n'est d'ici la fin de l'année, à mon sens dans les toutes premières semaines de l'année 2024. Voilà, puis, voilà, on a la précision que là, c'est la convention collective est disponible sur le site de l'IUMM, donc évidemment, vous pouvez aller, la consulter. Si on passe ensuite sur la slide suivante, sur la période d'essai, et ben non, on en a fini sur la période d'essai, donc on passe à la clause de non-concurrence et je laisse la parole à Louise.
Oui, alors c'est vrai que contrairement à d'autres conventions collectives qui fixent une liste de clauses à prévoir dans le contrat de travail, ce n'est pas le cas de la convention collective de la métallurgie qui, elle, ne régit que certaines clauses spécifiques. La clause de non-concurrence notamment, qui, je vous rappelle, c'est une clause qui a pour objet d'interdire à un salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'exercer une activité professionnelle concurrente à celle de son employeur. Cette clause, elle ne doit pas être mise automatiquement dans tous les contrats de travail. Elle doit être proportionnée au but recherché et adaptée à la nature des tâches à accomplir. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise et justifiée par l'emploi du salarié. Donc, ça veut dire que vous allez devoir vérifier au regard des fonctions du salarié s'il a exercé une activité concurrente auprès d'un autre employeur, si un préjudice réel pouvait être subi par l'entreprise. Donc, c'est généralement lié à des salariés qui ont des fonctions ou des connaissances techniques, financières ou commerciales particulières. Donc voilà, donc, la convention collective de la métallurgie vient régir cette clause. Donc on peut passer à la slide suivante en limitant certains points. Légalement, ces limites existent. Normalement, il y a une liberté des parties de fixer certains points. Sauf que là, la convention collective vient limiter ces points. Donc, il faut que la clause soit limitée dans l'espace. C'est-à-dire qu'il faut que une zone géographique d'application de la clause soit fixée dedans. En principe, c'est limité au secteur dans lequel intervient le salarié. Il faut qu'elle soit limitée dans le temps. La convention collective prévoit qu'elle ait une durée initiale maximale d'1 an qui peut être renouvelée une fois pour une durée maximale totale de 2 ans. Le renouvellement de la clause de non-concurrence doit se faire d'un commun accord. On a une jurisprudence récente qui est venue nous dire que le renouvellement par décision unilatérale de l'employeur n'était pas possible. Il y a un cas spécifique qui s'applique si vous rompez le contrat pendant la période d'essai. Dans ce cas-là, la durée de la clause de non-concurrence ne peut pas être supérieure à la durée de la période d'essai prévue dans le contrat de travail. Ensuite, il faut qu'une contrepartie financière soit prévue. C'est-à-dire que comme vous interdisez à votre ancien salarié d'aller travailler, d'aller exercer une activité concurrente à la vôtre, vous devez verser en contrepartie une somme. Cette indemnité, elle est mensuelle et elle est versée pendant toute la durée d'application de l'obligation de non-concurrence. La convention collective prévoit que le montant minimal est de 50% de la moyenne mensuelle de la rémunération brute des 12 derniers mois. Et en cas de renouvellement, cette indemnité est portée à 60%. Cette indemnité n'est plus versée si votre salarié ne respecte pas cette obligation. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez devoir verser tous les mois cette somme d'argent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il faut qu'elle soit prévue dans le contrat de travail. Si elle n'est pas prévue, comme pour la période d'essai, on ne peut pas la deviner, elle ne peut pas s'appliquer. Donc, il faut que ce soit prévu dans le contrat de travail avec toutes ces clauses, toutes ces limites. Sinon, elle est considérée comme nulle et non applicable. Donc, vérifiez que les clauses de non-concurrence prévues actuellement dans les contrats de travail de vos salariés sont justifiées et qu'elles respectent bien toutes ces limites. Sinon, elles ne sont pas applicables. Autre clause prévue par la convention collective, c'est la clause de délégation de pouvoir. Ça, c'est une clause très spécifique. C'est un mécanisme qui permet de transférer une responsabilité qui incombe à l'employeur à un salarié. La convention collective limite cette clause de délégation de pouvoir à des salariés relevant des groupes d'emploi E, F, G, H et I.
Voilà. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui relèvent de ces groupes d'emploi ont une délégation de pouvoir automatique. Cette clause doit également être proportionnée au but recherché et il y a des conditions posées concernant le délégataire. Il faut qu'il ait une autorité nécessaire, les moyens également pour accomplir les missions qui lui sont confiées et des compétences, notamment des connaissances requises, des diplômes, des expériences. Il faut aussi réfléchir à ce qui va être confié comme pouvoir à votre salarié. La nature, l'étendue, les responsabilités qui peuvent faire l'objet de la délégation. Il faut aussi vous assurer que le niveau hiérarchique soit adapté. Il faut aussi que la délégation de pouvoir soit certaine. Faut qu'elle existe. Il faut qu'elle soit limitée, il faut que vous fixiez les pouvoirs sur lesquels qui sont confiés à votre salarié. Et il faut qu'elle soit exempte de toute ambiguïté. Il ne faut pas que vous puissiez vous interroger sur est-ce que là, ça relève de la responsabilité de l'employeur ou là, ça relève de la responsabilité du salarié. Il faut vraiment fixer tout ça. Même si l'écrit n'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé pour éviter justement cette ambiguïté et pour que la nature, la durée et l'étendue des pouvoirs soient bien limitées. En fait. Faut que ce soit vraiment précisé. Pour tout ce qui est délégation de pouvoir sur la santé et la sécurité au travail, c'est généralement la délégation de pouvoir sur laquelle on travaille le plus. La convention collective prévoit un contenu spécifique qu'on n'a pas repris là, mais un contenu spécifique. Il y a aussi un suivi qui doit être assuré par rapport à la cohérence de la délégation de pouvoir et la réalité des fonctions exercées. Donc, au même titre que pour la clause de non-concurrence, vérifiez vos contrats de travail actuels pour vérifier si ce qui est prévu soit en adéquation avec la réalité du poste qui est exercé aujourd'hui. Voilà pour la délégation de pouvoir, c'est vraiment une clause qui est spécifique, qui ne doit pas être mise en œuvre de manière automatique, comme pour la clause de non-concurrence. Autre point qu'on a aussi évoqué sur notre webinaire sur la rémunération. Pour la modification du contrat de travail en cas de reclassement à la suite d'une inaptitude ou d'un licenciement économique. Pour rappel, un salarié déclaré inapte ou vous envisagez un licenciement pour motif économique, vous proposez une modification du contrat de travail du salarié. Vous lui proposez, il faut que le salarié l'accepte. Et s'il l'accepte, on fait généralement un avenant au contrat de travail. Donc, en cas de modification du contrat de travail dans le cadre d'une inaptitude ou d'un licenciement économique et qu'il y a un reclassement et que ce reclassement entraîne une baisse de rémunération, le salarié bénéficie d'un maintien de rémunération dont la durée varie en fonction de l'ancienneté du salarié. Donc voilà. Et je laisse la parole à Aline pour une autre clause bien spécifique. S'agissant plus précisément de la mobilité du salarié. Donc un salarié, on peut modifier son contrat de travail, modifier ou changer son lieu de travail dans plusieurs situations. Une décision unilatérale de l'employeur qui va concerner justement non pas une modification mais un changement du lieu de travail. Aujourd'hui, au titre de la jurisprudence, on nous dit que le changement d'un lieu de travail d'un salarié n'est pas une modification du contrat, donc ne nécessite pas l'autorisation, l'aval du salarié, son accord, quand on est sur un même bassin d'emploi. On ne va pas rentrer dans la notion de bassin d'emploi parce que selon la région et la géographie de chacun, cette notion est bien différente. Vous voyez, nous, on est en Haute-Savoie et la notion de bassin d'emploi, elle se fait aussi beaucoup en fonction des vallées et des montagnes. Ce qui ne va pas être le cas en région parisienne, par exemple, ou par la mise en œuvre d'une clause de mobilité prévue dans le contrat de travail. Donc, cette clause de mobilité, dans ces cas-là, elle est prévue dans le contrat, elle est actionnée par l'employeur, elle va répondre à un certain nombre de conditions qu'on va voir juste après. Ça peut aussi résulter de l'application d'un accord de performance collective quand il a été conclu au niveau de l'entreprise, ou d'un accord entre l'employeur et le salarié, c'est-à-dire qu'on ne fait pas jouer une clause de mobilité que l'employeur actionne et impose aux salariés, mais on est au coup par coup, on s'entend avec le salarié pour dire qu'on a une clause de une modification du lieu de travail.
Si ce changement de lieu de travail, cette modification du lieu de travail en l'espèce, entraîne un changement de résidence, l'employeur a l'obligation, au titre des dispositions conventionnelles, de prendre en charge les frais de déménagement et les frais de transport et d'hébergement du salarié et des autres personnes du domicile lors du déménagement entre l'ancienne et la nouvelle résidence. Donc là, on a mis 6 changements de lieu de travail. Concrètement, on est sur s'il faut modifier le lieu de résidence, on est sur une vraie modification du contrat de travail. En principe, on n'est pas vraiment sur juste une mobilité au niveau du secteur, enfin du secteur géographique, enfin du bassin d'emploi. Ça pourrait, on peut très bien imaginer que le salarié ne veuille pas être à moins de 10 minutes à pied du boulot et que ça entraîne un changement de résidence, mais je pense que le cas est quand même plutôt un cas d'école. Sur la clause de mobilité en tant que telle, on va avoir des dispositions spécifiques qui vont concerner uniquement les salariés, nous dit-on, à partir du groupe D, en fait, pour ces dispositions. On nous impose dans la convention collective un délai de prévenance de 2 mois, sauf accord des parties pour un délai plus court. Une réalisation d'un entretien pour examiner les modalités opérationnelles de la mobilité. Et cette clause de mobilité ne peut être mise en œuvre une nouvelle fois si elle a déjà été utilisée dans les 30 mois précédents, sauf accord des parties. Donc en fait, concrètement, on ne peut pas changer, faut changer au plus, tous les 3 ans, actionner la clause de mobilité du salarié, pas plus. Conditions de mise en œuvre, donc toujours dans l'intérêt de l'entreprise. On ne fait pas ça pour embêter les salariés. Et quoi qu'il arrive, cette clause, de toutes les façons, comme pour la clause de non-concurrence, comme pour la clause de délégation de pouvoir, ce n'est pas des clauses traditionnelles dans les contrats. C'est toujours des clauses qu'on met. Il faut que ce soit justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. Ça, c'est la règle du contrat de travail. Donc, cette clause aussi, elle doit être circonstanciée pour avoir une validité. Il faut qu'elle précise vraiment la zone géographique dans laquelle le salarié peut être amené à être mobile. C'est-à-dire que viser l'ensemble des sociétés du groupe, ça ne suffira pas. Parce que déjà, dans un groupe, le nombre de sociétés et le secteur géographique de ces sociétés, il va évoluer avec le temps. C'est-à-dire si on a signé un contrat en 2010, on est en 2023, il y a de fortes chances qu'il y ait des sites qui existaient, qui n'existent plus. Donc, il faut vraiment qu'on vise des secteurs géographiques précis. Si c'est une clause qui va viser toute la France, ce n'est pas impossible. Pourquoi pas? Ça peut même être une clause des fois sur plusieurs pays aussi. Toujours pareil, justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. Donc, ça concernera peu de salariés dans l'entreprise, l'utilisation de cette clause de mobilité. Et si vous l'avez, vous devrez respecter les dispositions conventionnelles dans le cadre de la mise en œuvre. Rappelons peut-être pour finir sur cette clause de mobilité qu'évidemment, c'est une clause de mobilité, donc une clause qui, c'est quand on a besoin de changer définitivement le lieu de travail du salarié. On n'est pas sur le déplacement professionnel. Voilà, ça ne s'applique pas exactement au déplacement professionnel. Et peut-être qu'on pourrait ajouter que si vous n'avez pas de clause de mobilité dans votre contrat de travail, ça ne vous interdit pas d'appliquer, de faire changer, de modifier le lieu de travail du salarié. Mais là, sauf à être dans un même bassin d'emploi, vous devrez à ce moment-là obtenir l'accord express du salarié. Mais ça reste éventuellement possible. Voilà. Voilà ce que j'avais un petit peu à préciser. Sur le CDI de chantier ou d'opération, si je peux passer à la slide suivante. Donc, le CDI de chantier ou d'opération, donc ça, c'est un texte conventionnel. Alors là, ça bouge un peu, là, le support, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, pas chez nous, c'est chez toi, je pense. D'accord. Donc, c'est donc la convention collective. Alors ça, c'est finalement pas issu de la nouvelle convention collective, c'est issu d'un accord de 2022 qui reste en vigueur, mais uniquement pour une période limitée, puisque l'accord est en tout applicable pendant une durée de 3 ans, donc ce qui fait que c'est applicable jusqu'à avril 2025. Et donc, c'est une possibilité qui est ouverte légalement. Par contre, là, on voit plus trop la slide. Là, on a quelque chose qui se met dessus. Donc, ce CDI de chantier, donc le législateur a ouvert la possibilité aux conventions collectives de prévoir cette possibilité-là. Et cette possibilité, c'est finalement de recruter des salariés, non pas en CDD, mais en CDI. Donc ça, le terme est quand même important, pour des besoins qui sont en réalité ponctuels. Mais des besoins ponctuels dont on n'est pas capable de déterminer une date de fin. Donc, il faut vraiment avoir des opérations d'envergure
pour pouvoir utiliser ce dispositif-là, pour y trouver un intérêt, puisque vous aurez quand même un salarié qui sera non pas en CDD, mais en CDI. Donc si vous avez quelque chose, une opération qui dure 3 ou 6 mois, ça va en réalité pas être très intéressant, puisque vous avez le mécanisme du CDD qui peut éventuellement s'appliquer. D'ailleurs, les partenaires sociaux ont prévu que donc le contrat est conclu pour la durée du chantier. L'employeur doit s'engager sur une durée minimale du chantier, et cette durée minimale, la convention collective nous dit qu'elle ne peut pas être inférieure à 6 mois. Donc on a quand même cette limite-là. On ne peut pas faire de CDI de chantier pour moins de 6 mois. Et très honnêtement, même si on n'avait pas cette limite-là, ce serait évidemment un conseil de ne pas aller en dessous. Moi, j'aurais tendance même à vous dire qu'en dessous de 12 mois, il faut vraiment se poser la question de l'intérêt d'une telle clause. Sauf vraiment à n'avoir aucune visibilité au-delà de 6 mois sur la durée du chantier. On a des durées de période d'essai qui sont... Alors, on va rester sur la même slide. On a des durées de période d'essai qui sont spécifiques et qui sont pour le coup moindres, évidemment, que des périodes d'essai applicables pour des salariés qui sont recrutés en CDI dit classique, hein, donc entre 1 et 2 mois en fonction de la classe d'emploi. Une obligation de rémunérer le salarié avec une majoration d'au moins 10%. Ça rappelle un petit peu la notion de prime de précarité qui est applicable au CDD. Bon, bah là, on n'a pas de prime de précarité, mais pour le coup, on a quand même une majoration du salaire minimum hiérarchique de 10%. Et pour la fin de contrat, donc on a 2 possibilités. Vous avez la possibilité d'utiliser les motifs de droit commun finalement, y compris pendant la période minimale qui est prévue. Et si vous êtes sur un motif qui est lié à la fin du chantier, là pour le coup, la fin du chantier permet évidemment le licenciement du salarié, c'est un peu tout l'objectif de ce contrat-là, mais à ce moment-là, le licenciement ne peut pas intervenir avant la fin de la période minimale qui est prévue dans le contrat de travail, donc autant dire qu'il y a vraiment un intérêt à fixer cette durée-là vraiment au strict minimum. Et puis, vous avez quand même le versement d'une indemnité spéciale de licenciement qui est prévue par les textes. Alors, on ne rentre pas dans les détails ici. Ça reste un dispositif qui est assez peu utilisé. Donc, si vous l'utilisez, utilisez-le surtout à bon escient et en étudiant évidemment ce dispositif de plus près. Ne vous contentez pas de revenir sur cette slide le jour où vous voudrez utiliser ce dispositif. Alors, on a une question, le motif de licenciement sera fin de chantier. Oui, globalement, ça va être ça. Il faudra évidemment être en mesure de justifier de la fin effective du chantier. Donc, ça peut être là peut-être le point d'accroche. Évidemment, hein, votre lettre de licenciement devra être un tout petit peu plus détaillée que juste fin de chantier et merci, au revoir. Donc, Sur ce type de contrat, au fur et à mesure du chantier, c'est important de faire des points d'étape, hein, pour justement qu'on suive l'évolution et l'avancée pour que justement il n'y ait pas de surprise, qu'à un moment donné, le salarié n'ait pas l'impression. En fait, normalement, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur le fait qu'on est au terme du chantier, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est important de prévoir des points d'étape pour savoir où est-ce qu'on en est et que le salarié ait aussi une certaine visibilité par rapport à ça, ne serait-ce que quand vous le concluez, pour que lui, il ait une idée du temps qui lui reste à travailler dans l'entreprise, de sorte à ce qu'il ne se mette pas aussi en recherche pour aller sur une autre mission ailleurs, en fait, hein. Donc là, il y a vraiment un suivi de pratico-pratique de ce type de contrat qui est important à organiser. Autre précision aussi qu'on n'a pas précisé, vous ne pouvez pas recruter tous vos salariés en CDI de chantier. La convention collective prévoit bien pour les entreprises ayant un effectif minimum de 50%, elle prévoit un certain pourcentage de vos salariés recrutés en CDI de chantier. Donc n'allez pas vous dire, bon là j'ai des chantiers, je vais recruter tous mes salariés avec ce CDI de chantier. C'est pas possible, il y a une limite. Et la durée de préavis sur ce licenciement, on sera sur les durées de préavis classiques prévues par la convention collective en fonction de l'ancienneté du salarié. Oui, et de son niveau de recrutement. On est sur un CDI, hein, donc on a évidemment une procédure de licenciement à suivre et un préavis à respecter. Embauche en CDI suite à la fin du contrat de chantier, prime de licenciement.
Il faudra se poser la question, à mon sens non. Si on décide de transformer le CDI et qu'on a l'accord du salarié, on transforme un CDI un CDI de chantier en CDI, on va dire classique. A priori, si on rompt pas le contrat de travail, il ne devrait pas y avoir d'indemnité de licenciement. Par contre, vous aurez du mal à redescendre la rémunération qui a été majorée de 10% au titre du salaire minimum hiérarchique. Bon, en général, vous êtes au-dessus, donc la question ne se pose pas, mais si c'est le cas, ça va être compliqué de lui dire on t'embauche en CDI de droit commun avec une rémunération inférieure. Ce ne sera pas simple. Autre cas, Louise ou Thibaut d'ailleurs, enfin, je sais que ce n'est pas moi qui vais lire la planche, mais par rapport à un un accord qui continue aussi à s'appliquer, qui s'applique déjà et qui continue à s'appliquer. Oui, et contrairement à l'accord de branche sur le CDI de chantier, celui-ci, il n'est pas à durée déterminée, donc il s'applique. C'est les règles applicables en cas de conclusion de CDD successifs sur un même poste. La loi impose de respecter un délai de carence d'une certaine durée, mais permet à des accords de branche de modifier cette durée. Donc, la convention collective de la métallurgie a prévu un accord. Et donc, quand vous concluez des CDD successifs sur un même poste, il y a un délai de carence à respecter qui est égal à 1/4 de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, et le durée du contrat est décompté en jours calendaires. La durée maximum de ce délai de carence est de 21 jours calendaires, 3 semaines. Il y a des exceptions à la mise en place de ce délai de carence. La convention collective les liste expressément. C'est si un salarié refuse le renouvellement de son CDD, si le CDD est rompu de manière anticipée à l'initiative du salarié, et si au moins un des 2 CDD conclus successivement a pour motif l'un des motifs limitativement énumérés. Donc, on reprend le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire d'activité, l'exécution de travaux urgents, les CDD saisonniers, et tout ce qui est contrat pour remplacement d'un chef d'entreprise ou lié à la politique de l'emploi. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce sont les règles pour les CDD successifs sur un même poste, c'est-à-dire qu'ils sont conclus pour un même poste, mais avec des salariés différents. Les CDD successifs conclus avec un même salarié, là, on retourne sur les règles légales applicables. La convention collective n'est venue vraiment se positionner que sur les CDD successifs conclus sur un même poste. Donc, bien faire attention à ces règles-là. Les règles évoquées sur les CDD successifs sont également applicables pour tout ce qui est les contrats de travail temporaires. Voilà, l'intérim, on reprend ces règles-là. Voilà, c'était principalement ce qu'on avait à vous dire sur ce point-là. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces éléments ou pas. On a vraiment fait le tour des dispositions qui concernent le contrat de travail, l'exécution du contrat de travail. Donc, sur des clauses qui sont parfois assez spécifiques que vous ne retrouvez pas forcément dans tous vos contrats. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus ou si ça a été… Sur l'ancienneté, j'ai bien noté la position qui n'est peut-être pas forcément la même partagée par l'UMM, mais ce qu'il faut savoir pour revenir là-dessus, parce que c'est un sujet qui fait débat depuis le début, je crois que chaque fois qu'on a évoqué, le litige va vraiment porter sur la reprise des périodes d'intérim, parce que les périodes de contrat de travail antérieures avec l'entreprise, dans la définition de l'ancienneté qui existait jusque-là dans la métallurgie, elles étaient déjà prises en compte. Donc, c'est vraiment la période de reprise des périodes d'intérim, sachant que la loi prévoit la reprise de 3 mois. La convention collective, elle, prévoit la reprise sans limitation de durée. Si on prend l'article stricto sensu, il ne nous dit pas que ça s'applique à partir des embauches uniquement à partir du 1er janvier 2024. Nous, c'est l'articulation entre l'article et la date d'entrée en vigueur de la convention collective qui nous a amené à tirer cette conclusion.
et la difficulté qu'il va y avoir de toutes les façons au niveau de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions d'une manière générale dans vos entreprises. Nous, dans la gestion des clients pour lesquels on gère la partie sociale et les payes, ça va être vraiment de documenter vos dossiers et de suivre en fait l'historique de votre dossier. Si vous allez au niveau de la nouvelle classification, un salarié qui passe de cadre à non-cadre avec une certaine survie des dispositions non-cadre, il va falloir se souvenir qu'à un moment donné, il a été non-cadre et qu'on lui applique bien ces dispositions. Or, quand vous allez avoir dans les services RH ou dans les personnes qui vont gérer les dossiers, la personne va prendre la fiche de paye, le jour où elle calcule l'indemnité de rupture, elle va dire bon, il est marqué non-cadre, il y a une classification non-cadre, indemnité non-cadre, alors que non, dans ces cas-là, on aura une survie des dispositions. Idem pour les périodes d'ancienneté, pour tout ça. C'est vrai qu'il y a vraiment un effort et un travail d'historisation et de documenter vos dossiers, vos fiches salariées par rapport à toutes ces thématiques. Donc l'incidence vraiment au niveau de l'ancienneté, là où il faut vous poser la question, c'est si vous avez des salariés qui jusque-là, on n'avait repris que 3 mois d'intérim. Si effectivement ils ont passé 2 ou 3 ans en intérim dans l'entreprise et que ça peut être un cas litigieux parce que ça y est, ce serait le seuil de déclenchement de la prime d'ancienneté par exemple, il faut s'interroger où il est en maladie et du coup, est-ce qu'on lui maintient le salaire, est-ce qu'on lui maintient pas le salaire? Bon, là, il y aura des points peut-être qu'il faudra traiter au cas par cas ou fixer une règle générale au niveau de l'entreprise ou dans votre dossier pour savoir comment vous l'interprétez. Sachant que dans ces cas précis, souvent la question peut déjà se poser quand on a des salariés qui sont restés très longtemps en intérim avec plein de contrats successifs. La requalification en CDI des périodes d'intérim a été déjà parfois encourue et parfois il y avait aussi cette pratique déjà de reprendre ces périodes-là. Du coup, on a eu quelques questions entre-temps. Pour les contrats d'intérim, même poste, mais pas en visibilité de semaine en semaine par le client. Faut-il cette période entre les deux motifs? Alors, sur les deux motifs, enfin sur l'intérim, alors je sais, il y a peut-être des intérimaires, enfin des entreprises de travail temporaire qui nous écoutent, hein, mais le fait de faire des contrats de semaine en semaine, c'est déjà pas forcément la chose la plus rigoureuse dans le respect des textes. C'est la pratique et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien et on n'a pas forcément beaucoup de contentieux sur le sujet, hein, mais globalement, je ne sais pas si tu veux répondre du coup, Louise, mais Globalement, on sait que c'est pas. Si on part du principe que c'est même poste, salarié différent, il faut regarder les motifs pour lesquels vous prenez l'intérim. Si l'intérim, l'un des deux contrats d'intérim est conclu pour les motifs prévus par la convention collective, les cas de dispense, vous n'avez pas de délai à appliquer. Si toutefois les deux contrats d'intérim sont conclus pour des motifs autres que ceux pour lesquels vous êtes dispensé d'appliquer un délai de carence, vous êtes censé appliquer le délai de carence prévu. Alors, il y a peut-être... Après, après le risque encouru, il est essentiellement encouru par le client, hein, c'est un risque de requalification en CDI. Hein. Donc, si l'agence d'intérim n'a aucune visibilité, c'est en réalité quelque part la problématique du client, de l'utilisateur final. Hein. Donc, faut pas. Enfin, après, c'est important, je pense, pour une agence d'intérim d'alerter sur les risques encourus, mais bon, c'est pas l'agence d'intérim qui décide de toute façon des durées qui sont souhaitées par le client. Et là, on a une remarque de Carole sur le fait qu'il faut que les services payent soient déjà au courant qu'un salarié est en intérim avant. Effectivement, oui, le service paye ne peut pas savoir si le salarié, enfin si la personne était déjà présente dans le cadre d'un contrat d'intérim, ni d'ailleurs la personne qui est en charge de la rédaction du contrat de travail derrière. Donc, il faut effectivement organiser la transmission d'informations. Ça, c'est indispensable. Dans les services internes, alors nous, quand on intervient pour nos clients, effectivement, on a souvent on envoie une fiche salariée qu'on demande à nos clients de nous remplir, où on précise, il y a une question, on demande s'il y a eu des périodes d'intérim avant et si oui, les dates. Donc, ça nous permet de le renseigner dans la reprise de l'ancienneté. Et après, dans vos services internes, quand c'est dans des services RH, vous avez des personnes différentes qui vont gérer les embauches en CDI et la masse qui correspond à la masse salariale qui va correspondre à l'intérim. Dans ces cas-là, il faut que vous prévoyiez un système de communication pour justement pouvoir récupérer l'information. Après, c'est le salarié qui reviendra vers vous. Hein. Il va revenir vers vous quand il n'aura pas la prime d'ancienneté tout de suite et quand il n'aura pas le maintien de salaire alors qu'il a déjà eu un an d'ancienneté.
Doit-on faire apparaître dans les nouveaux contrats le statut cadre ou non cadre ou la nouvelle classification suffit? Nous, on fait apparaître uniquement la nouvelle classification, on ne fait pas apparaître le statut. Enfin, c'était pas la... Et il n'y a pas d'obligation. Dans la convention collective, c'est important aussi, à part les clauses qu'on a vues sur lesquelles il y a des spécificités, on n'a pas une convention collective, contrairement à d'autres, typiquement le notariat ou d'autres conventions collectives, qui listent un certain nombre de mentions et de clauses à faire figurer dans le contrat de travail. On n'a pas cette obligation-là. On avait ça d'ailleurs dans la convention collective ingénieur et cadre, où on parlait d'une lettre d'engagement ou d'un contrat qui devait faire figurer un certain nombre de mentions. Le contenu du contrat de travail, il est libre. Ce qu'on sait, c'est que quand on a une convention de forfait en heures ou en jours, un temps partiel, un CDD, tout ça, ce sont des contrats qui sont obligatoirement écrits. La période d'essai, elle n'existe pas si elle n'est pas écrite. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on sait qu'on doit mettre dans le contrat de travail, mais il n'y a pas d'obligation de mention spécifique. Donc, la mention cadre et non cadre, elle n'est pas rendue obligatoire par les dispositions légales, elle n'est pas rendue obligatoire par les dispositions conventionnelles. Donc, on n'a aucune obligation de la faire figurer. Si on embauche un salarié pendant 12 mois en CDD, il faut attendre 3 mois pour embaucher un CDD sur le même poste avec un salarié B. Ça, c'est pour toi, hein, Louise. Ouais. Si les motifs de recours au CDD ne sont pas conclus au titre d'un des motifs pour lesquels vous êtes dispensé d'appliquer le délai de carence, oui, vous êtes obligé de respecter les délais de carence. Sinon, risque de requalification du CDD en CDI. Je crois qu'après, c'est peut-être pour toi, Aline. Oui, j'ai répondu là. En fait, quand Ok. vous avez effectivement 2 dates entre l'ancienneté et la date d'entrée, en fait, dans les logiciels de paye, alors moi je parle du logiciel que je connais, qui est le nôtre, vous avez la date d'entrée et la date d'ancienneté. Donc en fait, dans la date d'entrée, vous mettez la date de début du dernier contrat de travail et dans la date d'ancienneté, vous prévoyez la date, vous mettez la date qui reprend les mois ou années de contrats antérieurs qui ont été conclus avec l'entreprise et qui nécessitent la reprise. Mettez pas la date de début du dernier contrat, parce que par exemple, si le salarié était venu en 2017, qui a fait 2017-2019, et que vous mettez 1er septembre 2017 quand il est arrivé, pareil, pensez à la personne qui aura à traiter une rupture ou autre. On recalcule dans ces cas-là l'ancienneté qu'on reprend. Donc, en fait, cette période d'ancienneté, elle ne va pas correspondre à une date de début de contrat précédent, mais elle va vraiment correspondre à l'ancienneté qu'on doit faire, qu'on doit prendre en compte pour les droits et obligations que le salarié tire de la convention collective. On a une question relative à l'ancienneté des intérimaires au-delà de 3 mois. Oui, Isabelle, c'est la position, en fait, pour le coup, là, à coup sûr, métallurgie sans... En fait, l'article 2 nous dit les missions accomplies avant son recrutement. La question peut se dire que ça veut dire quoi avant son recrutement? Est-ce que c'est juste les périodes qui précèdent immédiatement le recrutement ou est-ce que c'est toutes les périodes d'intérim qui ont précédé le recrutement? Et aujourd'hui, la politique métallurgie dont on prend acte, dont on prend connaissance, c'est de dire que c'est toutes les périodes d'intérim, même si elles n'ont pas directement précédé l'embauche. Voilà. Après, s'il a fait 6 mois d'intérim et qu'il était venu 3 ans auparavant pendant 6 mois, si vous oubliez les 6 mois faits 3 ans auparavant, qu'il ne le réclame pas, comment dire, je serais tentée de dire, bon, c'est peut-être pas... mais concrètement, oui, on reprend toutes les périodes d'intérim. Voilà. Oui, exactement. Date théorique si les contrats sont successifs. L'entreprise intérimaire peut-elle faire figurer dans le contrat de travail pour le salarié un renoncement à l'ancienneté? Non. Non. Ça, c'est pas possible parce que c'est des droits que le salarié tire de dispositions conventionnelles de branche. Donc déjà, dans le lien intérim salarié, ça n'a pas forcément lieu d'être. Et ensuite, de toutes les façons, vous ne pouvez pas demander... Premièrement, dans le cadre du contrat d'intérim, non, parce qu'on ne peut pas demander à un salarié de renoncer à un droit qu'il n'a pas encore acquis. Or, comme il n'est pas embauché aujourd'hui dans l'entreprise, il n'a pas acquis ce droit de reprise d'ancienneté, premièrement. Et deuxièmement, on ne peut pas déroger à des dispositions conventionnelles par une clause dans le contrat de travail. Ou sinon, dans un sens plus favorable. Donc, vous pourriez juste prévoir de reprendre plus d'ancienneté que ce qui est prévu. Donc, ça, ce n'est pas possible. Ticket restaurant aussi, alors ticket restaurant,
C'est une bonne question. En fait, là, on nous dit dans l'article 3 que l'ancienneté visée au présent article s'applique aux droits et obligations liés à l'ancienneté prévue par les présentes dispositions conventionnelles. Ça veut dire que pour les usages que vous avez dans l'entreprise, versement de bons cadeaux, tickets restaurant, médaille du travail, ce genre de choses, vous pouvez très bien fixer un usage au niveau de l'entreprise avec un décompte de l'ancienneté qui peut être différent des dispositions conventionnelles. Mais dans ces cas-là, il faut bien que dans votre usage, vous ayez quelque chose d'écrit, une note de service, quelque chose qui vous permette de bien définir la notion d'ancienneté applicable à cet avantage qui est tiré d'un usage. Alors, s'il s'agit d'une nouvelle société résultant d'un rachat, alors je ne suis pas sûre de bien comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. Si c'est un transfert des contrats de travail dans le cadre de l'article 1220, enfin. Oui, que ce soit redressement ou pas, c'est L1224-1, donc on est obligé de reprendre l'ancienneté. En principe, là, dans un cas comme celui-ci, si c'est une reprise à la barre dans le cas d'un RJ, normalement, vous avez un transfert automatique des contrats de travail de par l'application des dispositions légales qui imposent la reprise de l'ancienneté. Si on est dans ce cadre-là, pour moi, il n'y aura pas trop d'ambiguïté. Pour les salariés qui travaillent à nouveau avec nous, vous devriez présenter également une disposition qui existait déjà. Oui, on a vu ces sujets-là. C'était le contrat c'est les règles sur le CDD et le contrat je vais dire de mission, mais de chantier. C'est de chantier. Pour ces deux dispositions. Et ben, si on a épuisé toutes les questions, il nous reste à vous souhaiter un bon appétit. Si peut-être, Anaëlle, tu peux rappeler le prochain webinaire qui sera cette fois-ci sur la rupture du contrat de travail. Qui aura lieu le 5 décembre. Donc là, on refera le point sur notamment le calcul des indemnités de rupture, les durées de préavis essentiellement. Et puis, on compte sur votre fidélité. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Très bon appétit et très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.